Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le rôle de l'audit interne et les principales procédures dans un contexte d'un EFC CEPA Canada jour 3, au portier d'évaluation certification. L'objectif est de bien comprendre pourquoi l'audit interne est essentiel et comment il aide à renforcer les contrôles internes. C'est un cas d'une version 2014, cas Ballon GPL. Alors, ici, le rôle de l'audit interne. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'audit interne sert avant tout à s'assurer que le contrôle interne sont efficaces. Concrètement, il vise à prévenir des erreurs et des fraudes et à soutenir la direction dans ses responsabilités. Ce n'est pas un exercice théorique. L'audit interne vérifie si les procédures sont bien conçues et surtout réellement appliquées au quotidien. L'audit interne versus l'audit externe. Il est très important de ne pas comprendre les deux. L'audit interne Euh, c'est un processus continu orienté vers l'amélioration des processus, tandis que l'audit externe, lui, il est annuel et vise à exprimer une opinion sur les états financiers. Les deux sont complémentaires, mais ils ne visent pas les mêmes objectifs. Hmm. Alors, l'indépendance de l'audit interne est un point critique et très souvent testé à l'EFC. Pour être indépendant, l'audit interne doit relever du comité d'audit et ne pas avoir de tâches opérationnelles. Donc, souvent, il faut s'assurer que dans l'organigramme, le comité d'audit interne est vraiment indépendante des autres fonctions dans l'organigramme de l'entreprise. Sinon, il risque de se retrouver à vérifier son propre travail, ce qui compromet complètement à sa crédibilité. Donc, souvent, c'est des problèmes d'autocontrôle. Alors, ce que l'audit interne teste. L'audit interne teste trois choses principales. D'abord, la conception des contrôles. Est-ce que le contrôle est bien pensé? Ensuite, on a l'application réelle. Est-ce que les employés suivent les procédures? Finalement, le suivi des écarts. Est-ce que les problèmes sont corrigés? Alors, l'erreur fréquente, c'est que une erreur très fréquente consiste à faire trop de tests substantifs et pas assez de tests de contrôle. Refaire des calculs ou vérifier des chiffres ne corrige pas les faiblesses de contrôle interne. Alors, à l'EFC, on s'attend à avoir une analyse orientée vers le contrôle, pas seulement des chiffres. Alors, si on a un premier exemple sur les procédures, l'amortissement. Les faiblesses fréquentes sont souvent une formation insuffisante, des taux incorrects dans le système et l'absence de revue indépendante. Même si l'erreur est non significatif aujourd'hui, le risque demeure et c'est ce risque qui doit être adressé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est que dans un enjeu d'absence de contrôle dans le système informatisé, dans la connaissance du personnel et sur la mise à jour des infos, et la revue n'est pas faite par une personne indépendante qui a un risque de validité des charges de l'amortissement. Alors, il faut assurer que le système fonctionne adéquatement. Le personnel utilisateur logiciel doit avoir une formation, euh, mettre un manuel à la disposition des employés qui sont visés pour cette fonction. Établir des rapprochements entre l'historique des immobilisations et le sol, le coût des entrées et des sorties. Calcul des bases adéquats. Le taux et des catégories d'actifs utilisés dans le système comparés annuellement aux méthodes comptables ayant reflété. Pointer une personne responsable pour effectuer trimestriellement ou annuellement des tests de charges d'amortissement qui sont enregistrés. Faire un suivi détaillé du cumul des coûts qui n'a pas été fait pour les nouvelles acquisitions, donc soit d'ouverture corrigée. Former le personnel pour isoler les composants des actifs dans le respect des IFRS.
En IFRS, il y a une norme qui dit que pour les dépréciations des actifs par composante, il faut le faire par composante. Tandis qu'en NCCF, il n'y a pas de amortissement par composante. Ensuite, on passe à l'exemple d'un contrat de vente. Dans les contrats de vente, on a euh, dans les contrats de vente, ça représente un risque majeur, notamment dans la concession des revenus. Sans approbation formelle, on a des problèmes de pas de séparation des tâches. Le risque d'erreur ou de fraude qui augmente considérablement sur les revenus, par exemple, la rémunération des employés ou les primes de boni. Euh, la pression d'atteindre les objectifs, avoir un résultat net positif. Donc ça touche. Alors ici, on a un contrat de vente qui n'a pas été passé en revue par une personne autorisée, donc il y a un risque de constatation. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut instaurer des politiques officielles sur les seuils d'approbation et distinction entre le contrat standard et non standard. Réviser des contrats de vente par le VP responsable des affaires juridiques, de fiscalité et des ventes. Parce que là, au niveau fiscalité, on va venir toucher les TPS TVQ. Euh, Instaurer une liste de contrôles à remplir avant la signature euh, de, de tous les contrats. Exiger un contrat de vente signé et accompagné d'une liste de contrôle avant de remplir toutes les commandes. Avoir un service de comptabilité qui devrait s'assurer que toutes les approbations ont été obtenues lors de la comptabilisation de l'opération et faire un suivi, ce qui va permettre d'assurer qu'il y a une séparation des tâches même s'il manque de personnel. Alors, l'excuse de «Oh, on est en manque de personnel, donc il n'y a pas de séparation des tâches» ne tient pas la route à l'EFC, bien que en réalité, c'est souvent des problèmes fréquents dans les petites entreprises. Alors ici, on passe au prochain exemple sur la vérification interne. Donc, bien qu'il n'y ait pas d'incidence directe sur les états financiers, ça augmente quand même le risque de non-détection. Il faut cependant attribuer une personne responsable qui est vraiment motivée, qui est vraiment concentrée, qui fait ça à la journée longue. OK? Donc, un exemple, c'est même s'il n'y a pas d'incidence directe sur les états financiers, l'étendue insuffisante des travaux pourrait faire qu'il y a des défaillances de contrôle et que ça ne soit pas détecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer que le responsable de l'audit interne a la formation suffisante dans le domaine, s'assurer que les personnels d'audit interne ne font pas d'autocontrôle indépendant, l'indépendance de fonction audit interne. Donc, on revient encore sur l'organigramme que l'audit interne découle du comité d'audit interne. Et le comité d'audit dans l'organigramme doit être vraiment indépendant de toutes les autres fonctions de l'entreprise. Ensuite, il faut envisager la formation d'un groupe d'audit interne officiel et distinct. Si c'est une société ouverte, donc il faut savoir que les contrôles, en particulier ceux qui touchent la production de l'information financière, demeurent rigoureux. Ensuite, on passe au prochain exemple. Exemple sur les procédures et les consolidations. Donc, quand il y a une acquisition récente, le processus de consolidation devient plus complexe. C'est une dépendance à une feuille de calcul manuelle. Donc, s'il y a une dépendance sur un fichier Excel, par exemple, il y a un risque beaucoup plus élevé d'erreur. Les écritures d'ajustement qui sont récurrentes, donc c'est nécessaire d'identifier leur cause parce que l'erreur est humaine. Les formules qu'on utilise parfois ne sont pas les mesures les plus fiables. Alors, comme exemple, ici, on a des risques d'erreurs de formule et de manipulation manuelle, comme on l'avait dit tantôt. L'absence de revue est indépendante. Le risque des erreurs significatives qui passent inaperçues. L'outil Excel qui n'est non adapté à une croissance par acquisition. Donc, il faut faire une revue indépendante de toutes les modifications aux formules. Le contrôle de vraie ressemblance par un gestionnaire senior. Ça doit être fait mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Évaluation d'une solution alternative à Excel, donc la module de consolidation intégré au logiciel comptable et avoir une priorité accrue si l'entreprise poursuit ses acquisitions. Ensuite, ici, on va passer aux recommandations clés. Donc, il faut faire des recommandations qui sont claires,
Il faut qu'une fonction audit interne soit dédiée, avoir une formation adéquate et des tests réguliers de contrôle. L'objectif, ce n'est pas de trouver les erreurs, mais d'en éviter qu'elles s'en produisent. Et enfin, le message clé pour le FC, comment pour bien réussir le FC, c'est vraiment avoir une structure gagnante pour le FC, c'est toujours la même. C'est on identifie le risque, on explique les impacts sur euh, les états financiers, on propose un contrôle qui est raisonnable, qui est quand même réaliste, et de la valeur, et surtout la direction qui demeure responsable du contrôle interne. Nous, en tant qu'auditeur externe, on veut s'assurer que on va faire une recommandation d'amélioration pour réduire, mitiger les risques dans la meilleure mesure le plus que possible. Et voilà. Merci d'avoir écouté le capsule et bonne préparation pour le FC.